de la littérature française. L'objectif aujourd'hui, c'est de... je répète ce que je viens de dire dans le cours de roman, c'est dommage un peu de ne pas avoir le temps de discuter ces romans avec calmement, doucement, d'entrer dans les détails de ce texte et aussi dans les détails de la philosophie, de l'existentialisme de Sartre et dans l'absurde de Camus. Et donc, nous avons discuté un petit peu, je vous ai parlé un tout petit peu de l'existentialisme de Sartre et du texte l'existentialisme est un humanisme, n'est-ce pas? Et je ne vais pas revenir dans ce texte parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de Camus. Mais dans la liste de vidéos que j'ai mis sur la plateforme, il y avait des commentaires sur ce texte de Sartre. Et en plus, si vous allez, si vous vérifiez la playlist que j'ai créée pour les cours de Panorama, il y a plusieurs vidéos, pas plusieurs, non, il y a quelques vidéos sur l'existentialisme, il y a des podcasts, des conférences, donc ce n'est pas des vidéos courtes, mais si vous vous intéressez vraiment, il y a des commentaires un peu plus détenus sur ce sujet-là. Cela dit, il y a aussi, j'avais déjà partagé quelques vidéos instructives, je vais dire un peu comme ça, sur l'absurde de Camus, mais il y a des commentaires plus profonds aussi à propos de l'étranger de Camus. Donc, si vous sentez, probablement vous allez sentir que le cours d'aujourd'hui n'aura pas été suffisant pour cette discussion, il y a ces vidéos-là pour vous donner un peu plus d'informations et de bases, n'est-ce pas? Cela dit, et si vous voulez, si vous vous intéressez à ce livre ou à ce sujet, et vous voulez encore des références bibliographiques, n'hésitez pas à m'écrire après. Et donc, je vais faire un tout petit résumé à propos oral, à propos de l'existentialisme de Sartre. Et donc, je vous ai dit mardi que personnellement, j'aime bien ces courants, cette tendance philosophique de l'existentialisme parce que je pense que ça dialogue de près avec notre vie. Certains concepts sont assez intéressants parce que, comme l'angoisse, par exemple, qui a le sujet de dissertation de Luciane, qui n'est pas là, je pense, aujourd'hui. Et en plus, il y a même un courant existentialiste dans la psychologie, et ce qui renforce, au moins à mon avis, cette proximité de certains sujets de cette tendance philosophique dans notre vie pratique, n'est-ce pas? Donc, les idées de responsabilité, de engagement, angoisse, liberté, ce sont des sujets qui nous touchent directement. Et dans ce qui a été discuté à propos de Sartre, il y avait ces phrases d'effet. Je vais le dire comme ça. Comme l'existence précède l'essence, j'ai expliqué ça. Nous sommes condamnés à être libres, c'est-à-dire que notre condition humaine nous met dans cette condition de liberté, de choisir ce qu'on va faire de notre vie, de choisir et de décider les chemins, les directions qu'on va prendre. Mais
cette liberté entraîne la responsabilité, c'est-à-dire que toute décision, tout choix qu'on fait vont retomber sur notre propre responsabilité, n'est-ce pas? Même si vous voyez que dans notre société brésilienne, surtout, peut-être pour le bon accord ou le respect général, l'État réduit la possibilité de liberté, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne peut pas conduire la voiture dans la vitesse qu'on veut parce qu'on peut provoquer un accident. Et il y a d'autres choses qui sont interdites, mais qui sont plutôt peut-être aléatoires en quelque sorte, n'est-ce pas? Et il y a d'autres interdits qui réduisent notre liberté, mais qui sont d'ordre moral et pas légal, n'est-ce pas? Par exemple, vous voyez la politique des drogues aujourd'hui, elle interdit plusieurs types de drogues différents, mais elle permet d'autres drogues, n'est-ce pas? Il y a un contrôle, par exemple, mais la permission avec contrôle d'antidépresseurs. Par contre, d'autres drogues sont interdites complètement, n'est-ce pas? Et si on vérifie, ça change d'un pays à l'autre, donc il y a un composant là, culturel ou social, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et par exemple, dans un pays comme les Pays-Bas ou la Hollande, dans lesquels plusieurs drogues sont permises, j'ai déjà entendu dire que leur conception de l'État est peut-être plus libérale que le nôtre et qui dit que nous sommes responsables de nous-mêmes. Donc, si vous voulez prendre quelque chose, vous allez prendre et c'est ton problème à toi. Mais il y aura de la responsabilité si tu fais quelque chose qui va déranger la tranquillité des autres ou si vous provoquez un accident, quelque chose comme ça, vous allez être responsabilisé. Mais l'État ne retire pas votre liberté de choisir ce que vous faites avec votre corps, n'est-ce pas? Donc, il y a là, et comme je vous ai dit, là, je suis allé un peu plus loin dans cette réflexion, mais la réflexion autour de la liberté que entretient Sartre dans cette conférence, l'existentialisme est un humanisme, est assez critiquée parce que, comment je peux dire, parce que nous, effectivement, nous ne sommes pas tellement libres comme ils le croient, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc, peut-être un... Ouais, voilà. C'est le résumé que je peux faire sans trop me tarder dans cette question. Et aujourd'hui, je voudrais entrer un petit peu dans la philosophie de l'absurde de Camus. Et je partage le texte ici. 2 secondes. Camus, le mythe décisif. Voilà. Et voilà. Je vais essayer de faire un petit peu différent, peut-être au risque de simplifier les choses, mais je vais le faire quand même. Ici, vous avez la table de matière du texte de Camus, le mythe décisif.
Et Camus, il va recourir à cette figure mythologique grecque de Sisyphe, selon laquelle la figure de Sisyphe est condamnée à remonter une grosse pierre au sommet de la montagne. Et quand il arrive, ces rochers, cette pierre, elle va rouler vers la base de la montagne et il faut recommencer, remonter cette grosse pierre au sommet encore une fois. Et cela est intéressant parce que c'est une condamnation en quelque sorte éternelle, n'est-ce pas, de toujours recommencer du début éternellement. C'est un loop éternel, cette question. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette... parce que, je vais essayer de expliquer différemment une autre chose. C'est parce que on met ensemble, assez souvent ensemble, Camus et Sartre comme des écrivains socialistes, existentialistes, des écrivains participant à cette tendance philosophique de l'existentialisme. Par contre, il y a des divergences et des différences entre leurs pensées. Et cela dit, pour différencier les choses, assez souvent on va parler, surtout parce que Sartre utilise le terme existentialiste, et Camus va parler de sa philosophie de l'absurde. Et dans ce livre, cet essai, Le mythe de Sisyphe, comme vous voyez ici dans la table de matière, il y a ici voilà, cette sous-partie, le suicide philosophique. Et cette idée du suicide philosophique, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je vais essayer de parler en passant, superficiellement, au risque de simplifier trop les choses, mais je voudrais aussi entrer dans des aspects du roman L'étranger de Camus aussi. Mais pourquoi pourquoi Camus va parler de ce suicide philosophique? Là, c'est important parce que quand Camus va parler du suicide, il ne parle pas du suicide effectivement, c'est-à-dire de l'acte qu'une personne retire sa propre vie. Et en plus, il ne fait pas l'éloge de cet acte sensible, délicat et difficile à parler. Mais ce qu'il dit, c'est il part du présupposé que la vie, l'existence n'a pas de sens. Et comme vous voyez, et raison pour laquelle on met aussi Camus dans ce courant de l'existentialisme, c'est parce que selon Camus, Dieu n'existe pas, donc Dieu ne représente pas une explication à la vie. Et donc, raison pour laquelle c'est intéressant parfois de lire Camus à la lumière de Sartre, n'est-ce pas? Dans le texte de Sartre, l'existentialisme est un humanisme, il y a une autre affirmation intéressante, je parle de Sartre pour parler de Camus, dans laquelle il dit que on est jeté dans ce monde, n'est-ce pas? Dans l'explication qu'il donne à cette phrase, nous sommes condamnés à être libres, l'idée de condamnation, d'être condamné, c'est parce que nous sommes là, nous sommes nés dans ce monde sans l'avoir choisi, sans le vouloir, n'est-ce pas? Nous n'avons pas dit, et là, dans une perspective existentialiste. Quand on parle d'une perspective existentialiste, c'est-à-dire on ne cherche pas une explication transcendantale,
On ne cherche pas une explication qui transcède, qui va au-delà de notre vie concrète dans ce monde. Et quand je parle de explication transcendantale, je ne veux pas, je veux dire, on n'explique pas notre existence dans cette vie, dans ce monde, à partir du désir des dieux ou d'une force quelconque qui est plus forte que nous, qui a décidé de nous mettre dans ce monde. D'accord? Donc, nous partons du principe que nous avons été jetés dans ce monde sans l'avoir choisi. Et on se retrouve là. N'est-ce pas? C'est la célèbre phrase qu'on dit en portugais, eu não pedi para nascer. Si je ne me trompe pas, il y a les paroles de Lulu Santos. Eu não pedi para nascer, j'ai oublié ce qu'il dit après. Eu não pedi para nascer, não sei o que das circonstances, etc. C'est ça, en fait. Nous n'avons pas demandé d'être nés, mais nous sommes nés quand même et nous avons été jetés dans ce monde. Et dans cette perspective, on ne va pas chercher d'explication d'être là ailleurs. Donc, on accepte que nous sommes là dans ce monde et on va essayer de vivre selon les règles de ce monde, et etc. Cela dit, ça c'est Sartre qui le dit. Camus va dire que notre existence n'a pas de sens. C'est encore une phrase de fait. Quand il dit, et je le traduis pour être clair, Camus diz que a existência ou a nossa vida não tem sentido. Quand il dit ça, cela, ce n'est pas que... et là, il entre dans cette définition du suicide philosophique. D'accord? Et attention à ça parce que c'est un thème sensible, le suicide. Je ne veux pas en parler de manière superficielle et sans responsabilité. C'est une réflexion philosophique qu'il fait. Camus, dans ses textes, il ne parle pas du suicide effectivement. D'accord? Et donc, si la vie n'a pas de sens, et en plus, je suis parti de la réflexion de Sartre, nous sommes jetés dans ce monde sans l'avoir choisi. Et selon Camus, la vie n'a pas de sens, c'est-à-dire que il n'y a pas de direction ou il n'y a pas un sens précis pour la vie. C'est-à-dire que nous vivons cette vie sans savoir où nous allons. C'est encore la célèbre phrase ou la célèbre idée populaire qui dit dans ma région natale, chérie, Minas, on dit on koto pronkovo, et c'est cette idée do pronkovo, né? Para onde que eu vou, para onde que a gente está indo. On ne sait pas. Dans la perspective de Camus, on ne sait pas où on va dans cette vie. On ne sait pas où on va dans cette vie. Et c'est-à-dire, nous vivons cette vie, pourquoi? C'est pas qu'est-ce qu'on veut faire de cette vie? Parce que dans cette perspective de Camus, il n'y a pas de mission spirituelle à accomplir. C'est ça, en fait, le point. Il n'y a pas de mission spirituelle à accomplir. Parce que dans une perspective spiritualiste, par exemple, je sais pas, nous avons plusieurs vies, nous sommes là pour une mission de se développer spirituellement, et puis on va passer à l'au-delà, on va mourir, et notre esprit va partir ailleurs, et puis on va renaître pour continuer cette mission. Dans la perspective de Camus, non.
Raison pour laquelle il dit que la vie est absurde. La vie est absurde parce qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de mission à accomplir. Et le suicide philosophique, selon Camus, c'est si la vie n'a pas de sens, si nous n'avons aucune mission spirituelle à accomplir, pourquoi nous continuons à vivre, pourquoi on reste vivant, même si la vie est dure, même si nous souffrons dans cette vie. Et là, il se pose la question, pourquoi on ne se suicide pas? Attention à cette phrase, je le dis avec toute responsabilité, pourquoi on ne retire pas notre vie? Pourquoi nous continuons à vivre, même si nous n'avons pas de mission, même si nous ne savons pas où on va avec cette vie? N'est-ce pas? Parce que d'une certaine façon, et la seule certitude que nous avons, c'est qu'on va mourir à la fin de cette vie. On ne sait pas quand, mais sauf Nostradamus, qui, il me semble qu'il savait vraiment les jours auxquels il allait décéder. Mais si nous n'avons pas de mission spirituelle, si nous ne savons pas ce qu'on fait ici, nous n'avons pas choisi d'être là, et parfois, ou assez souvent, la vie est dure, nous souffrons dans cette vie, pourquoi nous tenons à notre vie, pourquoi on décide de rester vivant? C'est ça la question qu'il se pose. Et dans cet essai, il va essayer de penser à propos de ces aspects-là. Pourquoi? Et parfois, vous voyez que l'essai, le mythe de Sisyphe, le mythe de Sisyphe, ou mythe de Sisyphe. Parce que parfois, quand on parle rapidement en français, le mythe de Sisyphe, ça semble au mythe décisif, n'est-ce pas, décisif, mais non. Et dans cette perspective, pardon, j'allais dire que Camus est un intellectuel, un philosophe qui écrit de la littérature et il écrit des essais philosophiques. Et ces essais philosophiques sont en dialogue avec sa littérature. Mais il arrive à faire des livres littéraires qui ont derrière, je peux dire comme ça, les prémices de sa philosophie sans faire de sa littérature une littérature philosophique. Donc, on est capable de lire le livre à l'étranger, d'avoir un plaisir ou de faire ses réflexions autour du livre sans reconnaître certains principes philosophiques de Camus. Mais si on connaît sa philosophie, on est capable de voir, de reconnaître certains principes de sa philosophie. Donc, ça c'est la question que Camus se pose, n'est-ce pas? Pourquoi on décide, parce que vous voyez, si nous avons la possibilité de retirer notre propre vie, pourquoi on choisit de rester vivant, même si on ne sait pas à quoi ça sert cette vie? Parce qu'il n'y a pas de mission spirituelle, selon Camus, n'est-ce pas? Et dans cette réflexion, et là j'essaye de vraiment simplifier les choses parce que je veux aussi vous écouter à propos de l'étranger et commenter quelques extraits. La seule certitude que nous avons dans la vie, c'est qu'on va mourir un jour. Et si Camus dit que la vie est absurde, l'existence est absurde parce qu'elle n'a pas de sens, le fait d'avoir cette certitude, parce que là, je vous demande, est-ce que quelqu'un ici qui m'écoute, est-ce que quelqu'un ici n'est pas sûr qu'on va mourir à la fin de la vie? Est-ce que vous pensez que vous allez vivre pour toujours?
peut-être, je ne sais pas, peut-être il fallait poser cette question à José Sarney et Michel Temer, n'est-ce pas? Parce que Michel Temer, c'est le vampire et Sarney, il me semble qu'il a décidé qu'il est venu dans ce monde pour y rester, n'est-ce pas? Silvio Santos aussi, merci Juliane. Il y avait Ariano Suassuna, n'est-ce pas, qui disait ça aussi. Et donc, voilà. Donc, une certitude que nous avons, c'est qu'on va mourir. Et en fait, c'est dans cette réflexion de Camus, la certitude de la mort nous sert à donner un sens à notre vie. Et pour ceux qui ont lu le livre L'étranger, vous êtes capable de apercevoir la transformation de Meursault, le personnage de Meursault, qui était quelqu'un qui n'avait pas un propos dans sa vie, qui n'avait pas un motif de vivre. Il n'y avait rien dans sa vie qui le poussait à vivre. Il n'avait pas la passion de vivre, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ont lu les romans L'étranger, une des phrases qui définit bien Meursault, c'est « ça m'est égal ». N'est-ce pas? Il était tellement indifférent à la vie qu'il répondait à plusieurs aspects de sa vie avec cette phrase « ça m'est égal ». 2 secondes, je veux... D'accord. Oui, Raphaël, tu espères que la vie soit comme la dissertation, qu'il y aura une finitude. Voilà. Voilà. Et ouais, je pensais à une autre chose ici par rapport à la dissertation. Je ne sais pas si je vous ai dit ça le mardi ou quelque chose comme ça, que la dissertation, ça sert la devise du football. O jogo só acaba quando termina. Et la dissertation, c'est un peu comme ça. En fait, la date limite vous impose à terminer. Et c'est, Raphaël le sait, Julien le sait très bien aussi, la thèse, c'est pareil, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y avait pas une date limite pour la soutenance, on aurait pu écrire pour toujours. Par exemple, en France, c'est un peu plus difficile d'avoir une bourse pour faire un doctorat. Comme nous avons ici au Brésil, ça devient de plus en plus difficile aussi. Et assez souvent, les gens font un doctorat en France sans une bourse et ils n'ont pas forcément des dates limites. En Allemagne aussi, j'ai un ami qui a commencé son doctorat en Allemagne en 2007, et il n'a toujours pas fini son doctorat. En fait, il ne fait rien de son doctorat. Il a changé d'avis, mais il est toujours inscrit à la fac. Et c'est-à-dire qu'à chaque année, il parle à son directeur de thèse, il se réinscrit à la fac, mais il ne fait rien de sa thèse. Mais j'ai un autre ami en France qui fait une thèse en... Je crois que c'est dans le domaine du droit en France. Et il a commencé son doctorat, si je ne me trompe pas, en 2014, et il n'a toujours pas fini sa thèse. Mais celui-là, en France, il travaille vraiment sur sa thèse. Mais comme il n'a pas de date limite et il a eu un enfant, etc., il prend son temps. Il va rendre une thèse comme on fait en France à 800 pages, 700 pages. Ici, au Brésil, on fait des thèses, on écrit des thèses de 200 pages, 200 pages 50, quelque chose comme ça. En France, on fait des thèses à 800 pages. Mais il n'y a pas de limite de temps. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà. Et donc, je parlais de Meursault. Et Meursault était ou se définissait plus ou moins à partir de cette devise. Devise, en français, c'est uma espécie de lema, n'est-ce pas? Et donc, on se dit
dans les cas de Meursault, ça m'est égal. Peu importe, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, à partir du moment qu'il est condamné à cause de l'assassinat de l'Arabe, on voit une transformation mentale, une transformation existentielle de Meursault. Et là, j'essaie déjà d'entrer dans les débats d'étrangers. C'est intéressant la révolte qu'il a contre le prêtre qui lui cherche dans sa cellule des prisons avec un discours religieux, n'est-ce pas? Et il refuse les discours religieux. Et c'est à partir du moment, en quelque sorte, à partir du moment qu'il refuse la tranquillité, en quelque sorte, religieuse ou les discours religieux, qu'il va vivre. Et vous voyez, c'est la condamnation à mort qui fait Meursault vivre intensement son existence. D'accord? Oui, oui. C'est intéressant parce que vous me faites penser à un cours que j'ai suivi pendant ma licence à l'UFMG, qui c'était l'angoisse dans la littérature, angústia na literatura. Et ça a été un cours offert par un professeur qui est professeur de littérature à la fac de lettres de l'UFMG, mais il est aussi médecin et psychiatre et psychanalyste. Donc, il a abordé les sujets de l'angoisse de la perspective de la psychanalyse, l'angoisse religieuse un peu, et existentielle. Et ça a été très intéressant. Ouais, voilà, on a échangé quelques idées ici, Luciana et moi. Et on a travaillé justement dans ces cours l'angoisse de Graciliano Ramos et l'étranger de Camus. Donc, c'était vraiment intéressant. Cela dit, donc, dans cette réflexion philosophique de Camus, il se pose cette question autour du suicide pour se demander pourquoi on reste vivant, même sans avoir un projet de vie ou quelque chose qui dépasse cette vie. Et donc, l'idée de la mort certaine, sûre et certaine à la fin de la vie, ça renforce plus ou moins l'idée voilà, et de donner un sens à la vie. Et là, je reviens à Sartre. Je reviens à Sartre pour dire cela. C'est la responsabilité à nous que nous avons de donner un sens à notre vie. On n'est pas jeté dans cette vie avec une mission déjà définie préalablement. Donc, c'est à nous de décider ce qu'on va faire. Et ça, vous voyez que, et ça, je l'ai dit souvent, personnellement, et peut-être quand on parle de l'histoire des idées, ça va plus ou moins dans cette perspective que les courants théoriques et les courants philosophiques, ils correspondent plus ou moins, si je ne me trompe pas, je l'ai déjà dit ici, ils correspondent plus ou moins aux possibilités de pensée que nous avons dans une certaine période historique du monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette réflexion existentialiste, comme Sartre le fait et Camus le fait aussi, elle a été possibilitée par ce moment historique, parce que si on vivait, je ne sais pas, parce que cela vient après, par exemple, la réflexion de Nietzsche, de Dostoïevski, qui disait que
si Dieu n'existe pas, tout est permis. N'est-ce pas? Parce que quand on met de côté la figure de Dieu comme une figure d'autorité et qui définisse notre vie et notre mort, c'est à nous de le décider. Donc, on retire Dieu de cette décision à propos de la vie, du sens de la vie et du sens de la mort. Et c'est à nous de comprendre notre existence. Et vous voyez que, et quand on suit cette perspective existentialiste, on ne renie pas, ou au moins moi, personnellement, je ne renie pas la possibilité ou l'importance de la religion. La religion, elle est importante aussi à nous donner un confort spirituel. Et là, je ne vais pas entrer dans les débats si Dieu existe ou n'existe pas, ou si la religion en tant qu'institution sociale et passible de corruption, etc. Je ne vais pas entrer dans ces débats. Juste de manière générale, la religion comme confort spirituel, n'est-ce pas? Je ne connais pas. D'accord, je vais prendre la recommandation, Raphaël. D'accord. Et donc, je reconnais l'importance de la religion, mais dans cette perspective philosophique, la religion n'a pas de place. Donc, ouais, c'est bon à propos de cette idée de Camus. Donc, attention parce que je renforce encore une fois. Quand il parle du suicide, il ne parle pas, il n'invite pas les gens à faire ce pas. C'est juste un exercice philosophique pour dire pourquoi on reste vivant, pourquoi on ne retire pas sa vie si la vie n'a pas de sens. Et vous voyez que parfois, et ça c'est quelque chose de typique dans la pensée, dans la philosophie française, surtout du XXe siècle, de chercher ces phrases d'effet, et à partir d'une phrase d'effet, on développe une idée, n'est-ce pas? Par exemple, on est condamné à être libre. Comment ça, condamné à être libre? Condamné, libre. Ou Simone de Beauvoir, on ne naît pas une femme, on le devient. Et puis, elle va expliquer ça. Et donc, Camus, quand il dit la vie n'a pas de sens, et puis il va expliquer quel est l'essence de la vie. Et en fait, à partir de cette réflexion, il va chercher des éléments qui sont capables de donner un sens à la vie, qui ne trouvent pas l'explication en dehors de la vie. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que dans une perspective existentialiste, on ne va pas chercher une explication de la vie au-delà de la vie. Donc, au niveau spirituel, métaphysique, mystique, etc. On va chercher dans cette vie. Et qu'est-ce qu'il trouve comme force donnant un sens à la vie? Et il va retrouver l'amour, la passion, en fait. C'est l'amour ou la passion, si je ne me trompe pas, plutôt la passion que l'amour, la révolte et, si je ne me trompe pas, la liberté. N'est-ce pas? Et donc, si ouais, j'essaie de le dire clairement. Vous voyez que la passion ou l'amour, on peut résumer l'un à l'autre ici, c'est quelque chose que on n'a pas besoin d'aller au-delà de la vie pour l'expliquer. C'est un sentiment qui nous unit, qui nous met ensemble avec quelqu'un d'autre. Et on n'a pas besoin de dire que nous sommes des âmes jumelles qui ont été promises l'un à l'autre, l'une à l'autre, dans d'autres vies, dans le passé, pour être ensemble ici. Non, c'est juste quelque chose, une force qui nous met ensemble
dans cette vie, qui pousse à être ensemble et qui nous fait vouloir être avec la personne, qui veut nous faire, qui nous donne cette force de vie ou la volonté de vivre, n'est-ce pas? Parce que quand on aime quelqu'un, quand on tombe amoureux de quelqu'un, et je parle encore parce que là, je parlais j'avais à l'esprit, dans la tête, l'amour sexuel, charnel, en quelque sorte. Mais si on considère l'amour paternel ou maternel, l'amitié aussi, l'amour de l'amitié, c'est pareil. Si on aime quelqu'un, peu importe si c'est sexuellement, affectivement, maternellement, paternellement, nous voulons être vivants, rester vivants pour profiter de la présence de cette personne, n'est-ce pas? Ou pour vouloir protéger cette personne, n'est-ce pas? Et là, j'ai déjà raconté cette histoire une fois. J'ai une copine française qui disait, je l'ai connue quand j'avais 22 ans, elle avait 20 ans, 18 ans, je crois qu'elle avait 18 ans à l'époque. Elle m'a dit que elle allait vivre jusqu'à l'âge de 50 ans ou 55 ans. Mais elle s'est proposé cette date. Donc, elle m'a dit cela. Donc, c'est sensible, mais je vais le dire. Elle m'avait dit, quand elle avait 18 ans, qu'elle allait vivre jusqu'à l'âge de 50 ans. Et à l'âge de 50 ans, elle allait retirer sa propre vie. Et pourquoi elle me disait ça? Parce que sa réponse était parce que je veux vivre intensement, je veux faire tout ce que j'ai à faire jusqu'à cet âge. Parce que je ne veux pas attendre, je ne veux pas vivre mollement, sans force, sans énergie. Donc, je veux donner, c'est ce qu'elle disait, je veux donner toute la force, toute intensité à ce que je veux vivre et je veux tout vivre de manière concentrée jusqu'à cet âge-là. Oui, Juliane, c'est bizarre, je suis d'accord. Et je lui ai dit, mais c'est bizarre de dire ça, c'est fou, quoi. T'as pas honte, je sais pas, c'est bizarre de penser comme ça. Et puis, je l'ai rencontrée encore une fois, un peu plus, elle était, nous deux, on était déjà un peu plus âgés. Je ne sais pas quel âge elle avait après. Je pense qu'elle avait, je sais pas, 27 ans, quelque chose comme ça. Et elle avait un copain. Je ne sais pas si elle était déjà mariée, mais je sais que ce copain qu'elle avait à cette époque-là n'est pas le père de ses enfants. Et je lui ai posé cette question. Tu as toujours cette drôle d'idée de vivre jusqu'à l'âge de 50 ans? Et elle a dit non. Et puis, parce que, vous voyez, parce qu'elle avait d'autres perspectives de vie. Maintenant, elle est mère, elle a un ou deux enfants, je ne sais pas, ses frères et sœurs. Et donc, elle voit qu'elle a encore des choses à vivre. Vous voyez? Et je suis d'accord, Julien, on peut vivre de manière intense pour toute la vie, même après 50 ans, l'âge de 50 ans. Je suis d'accord avec toi. Mais c'était, vous voyez, ça c'est pourquoi on dit aussi que la jeunesse est une période de la vie très dangereuse. Parce que on a quelques certitudes de la vie sans avoir de l'expérience de vie, n'est-ce pas? Non, le problème, c'était pas moi. Mais elle avait cette idée-là. Mais après, elle a dit qu'elle avait changé d'avis. Non, ça va. Et euh,
parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle aurait pu avoir d'autres expériences de vie que les expériences qu'elle avait prévues. Parce que vous voyez qu'elle pensait à l'âge de 18 ans contrôler les expériences de vie qu'elle allait avoir. Donc, c'était à elle de décider d'arriver à l'âge de 50 ans et de dire, oui, j'ai vécu tout ce que j'avais à dire. Non, que j'avais à vivre. Non, la vie peut me réserver d'autres surprises. Et oui, d'accord. Et en plus, c'est ça, la vie peut nous réserver des surprises, de nouvelles expériences à vivre, n'est-ce pas? Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à à la fin de la vie. Et en plus, j'avais ajouté, voilà, cet élément de l'amour, n'est-ce pas? Avant que je ne l'oublie, cette idée de vivre intensement et peu de temps, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la jeunesse de manière générale, n'est-ce pas? Pensez à la chanson, je crois qu'elle est chantée par Lobão, mais il me semble que les paroles sont de Cazuza, je ne suis pas sûr. Oui, c'est la chanson Décadence avec élégance. Quand il dit que é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont jeunes et ne connaissaient pas ce que Lobão a fait dans les années 80, c'est très bien. Je pense que ça vaut la peine d'écouter et chercher cette chanson Décadence avec élégance. Et c'est en français les titres. D'accord? C'est pas décadence avec élégance, c'est décadence avec élégance. Donc, oui, en quelque sorte, Lobão est absurde, en quelque sorte. Et voilà. Donc, voilà. C'est ce principe de jeunesse, de vivre tout ce qu'on peut en peu de temps. Donc, Camus va parler de l'amour et de la révolte. Et la révolte va générer un autre livre, c'est L'homme révolté, un autre essai philosophique de Camus. Et dans cette perspective, je ne vais pas avancer parce qu'il est déjà 11h12, mais d'une certaine façon, la révolte, selon Camus, c'est plus ou moins ce moment de la prise de conscience du sens de la vie. Vous voyez, donc je répète, il y a certaines forces. Camus nous donne l'amour, la liberté et la révolte. Et la révolte, c'est c'est un des moments de la prise de conscience de la valeur de la vie. Et là, c'est pour ça que je pense que la réflexion de Sartre et la réflexion de Camus sont complémentaires en quelque sorte. Parce que même si la vie n'a pas de sens, on peut trouver ou on peut construire un sens à la vie. Et ça fait partie de la liberté que nous avons de décider ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ça. Vous voyez que à chaque moment que nous éprouvons une difficulté dans la vie, mais nous continuons à vivre, nous cherchons cette force de vivre, c'est un choix qu'on fait pour la vie. Donc il y a quelque chose là qui nous pousse à continuer vivant, n'est-ce pas? Donc cela dit, et ça c'est intéressant parce que on peut retrouver les éléments de cette philosophie absurde de Camus dans le roman La Peste et dans le roman L'étranger. Et l'étranger, en fait, dans la confusion de mon exposition ici, je ne l'ai pas dit, mais le mythe de Sisyphe, l'essai,
de Camus et les romans L'étranger ont été écrits plus ou moins en même temps ou dans un espace de temps très proche. Cela renforce l'idée que les principes philosophiques derrière les deux textes sont plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire que l'écrivain avait plus ou moins les mêmes idées dans la tête quand il a écrit l'essai, le mythe décisif, et les romans, le roman L'étranger. Et donc, je passe à la discussion de l'étranger. Parce que si je commence à feuilleter les livres, les mythes décisifs, je vais commencer à commenter les extraits, et c'est un texte très riche, très intéressant. Je ne vais pas le faire, malheureusement. Et j'avance ici. Voilà. Le livre commence comme ça. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Donc, vous voyez ici, c'est le premier paragraphe, c'est 3 lignes, ce premier paragraphe. Et nous avons, et vous voyez, pour ceux qui ont fait roman avec moi le semestre dernier, ou comme Cécile qui suit les cours de roman ce semestre, il y a une sonorité très proche de aujourd'hui, maman est morte et le bébé est mort, qui est la phrase qui ouvre le roman Chanson douce de Leila Slimani, n'est-ce pas? Le bébé est mort. Ça commence le roman comme ça. Et donc, nous avons ici, aujourd'hui, maman est morte. Est morte, ici, c'est le passé composé. Comme vous savez, le verbe mourir, se construire, ça se construit avec être. Et le genre, la partie du genre. Donc, c'est... je n'ai pas cherché la traduction, je n'ai jamais cherché la traduction en portugais pour voir comment les traducteurs a fait cette phrase, mais c'est quelque chose comme hoje mamãe morreu. N'est-ce pas? Ou peut-être hier, je ne sais pas. Et vous voyez que dès le début, nous avons déjà cette posture de Meursault indifférente à la date de décès, à la date de la mort de sa mère. N'est-ce pas? Et puis, ça, c'est déjà quelque chose. Et en plus, cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Donc, ça, ce que je voudrais renforcer ici, c'est plutôt cette idée de l'indifférence de Meursault envers la vie. Et un autre aspect intéressant, important à réfléchir à propos de ce roman, c'est la présence de la mort. Parce que le livre s'ouvre avec l'annonce de la mort de sa mère. Donc, il y a déjà quelque chose qui change l'indifférence quotidienne de Meursault, parce qu'il doit quand même être présent dans l'enterrement de sa mère. Mais nous avons la mort de sa mère comme un événement du début du livre. Après, au milieu du livre, nous avons la mort de l'arabe. Peut-être je vais faire passer à cette partie pour commenter avec l'extrait du livre. Voyons ici. Voilà. Voilà. J'arrive pas à zoomer plus.
Voilà. Donc, vous savez, pour ceux qui, je sais que peut-être quelques-uns, quelques-unes n'ont pas lu des livres, mais nous avons cette histoire du personnage Meursault. Le livre s'ouvre avec la mort de sa mère. Il a une copine, une femme avec qui il commence à sortir, mais il ne l'aime pas vraiment. Il continue son existence un peu indifférente. Il travaille, mais il n'est pas quelqu'un d'engagé, vraiment engagé à, à se développer dans son travail. En plus, pendant l'enterrement de sa mère, il ne démontre pas de l'émotion. Ça, c'est quelque chose d'important. Il est tellement indifférent que il est bizarre avec sa copine, comme le dit Juliana. Et il ne démontre pas de l'émotion dans l'enterrement de sa mère. Ça, c'est une information importante parce qu'il est indifférent même dans l'enterrement de sa mère. Et un jour, et il est indifférent, il y a aussi un passage très important des violences contre la femme. C'est son voisin, Raymond, qui bat sa copine et il y a la police qui vient voir et puis il se montre aussi indifférent par rapport à la violence contre cette femme, n'est-ce pas? Et un certain jour, à un moment donné, il est à la plage avec un couple d'amis et sa copine. Ils ont eu ce petit problème avec un groupe d'Arabes. Ça, c'est déjà un autre élément, mais qui est peut-être moins important, mais significatif aussi dans le livre. L'idée que, parce que ouais, je vais parler de l'arabe, mais je vais le dire aussi. Parce que Camus, il n'est pas né en France. Camus, il est né en Algérie, quand l'Algérie était encore évidemment une colonie française. Et Camus est un de ces intellectuels, une de ces personnes, parce que après la guerre de l'indépendance de l'Algérie, ça a été donné le choix des nationalités je ne sais pas là, je ne sais pas vous dire si ce choix a été donné à tout le monde de manière générale ou seulement à des gens vivant en France, par exemple. Et je sais que Camus, et si je ne me trompe pas, Jacques Derrida, le philosophe aussi, a fait le choix de la nationalité française. Raison pour laquelle ils sont considérés français et pas algériens aujourd'hui. Et donc, c'est important parce que la présence de l'Algérie ou du Maghreb, de ce côté nord de l'Afrique, sera présent, cette partie de l'Afrique sera présente dans la littérature de Meursault, donc vous voyez, de Camus. Donc vous voyez que l'histoire de l'étranger se passe en Algérie, l'histoire de la peste aussi se passe en Algérie et pas en France. Cela dit, c'est intéressant cette perspective colonialiste dénoncée en quelque sorte ici même, comme je vous ai dit, c'est significatif, mais ça n'occupe pas trop de place dans la réflexion, dans ces romans. Mais c'est intéressant de voir que le narrateur va dire un peu comme ça, l'arabe, c'est-à-dire cet homme n'a pas de nom, il n'a pas de profondeur, il n'a pas d'histoire de vie. C'était un arabe, tout simplement. Et quand on le dit un peu comme ça, c'était un arabe, il peut être tué aussi sans trop d'effets, de conséquences, n'est-ce pas? Et ça, cette information, elle est importante parce que je disais qu'elle n'était pas très significative, mais en fait, elle est significative parce que parce que Meursault va être jugé à cause de l'assassinat de l'arabe, mais dans le procès de jugement, il sera
jugé, pas forcément à cause de l'assassinat de l'arabe, mais à cause du manque d'émotion ou de la démonstration d'émotion pendant l'enterrement de sa mère. Donc, ce sera un jugement, ou plutôt, les jugements vont porter plutôt sur les profils psychologiques et existentiels du berceau que le crime qu'il a commis. Donc, vous voyez que l'idée de l'arabe qui n'a pas de nom dans les livres, qui est décrit comme l'arabe, qui est assassiné, et l'assassin de l'arabe va être jugé par rapport à son profil psychologique et pas par rapport à l'assassinat, à l'acte commis, c'est déjà significatif aussi, n'est-ce pas, pour la lecture du livre. Ça, c'est déjà significatif. Mais je parlais plutôt de la vie, de la mort, le contraire. Donc, le livre s'ouvre avec la mort, l'annonce de la mort, du décès de la mère de Meursault. Et puis, nous avons l'assassinat, la scène de l'assassinat, quand Meursault tue cet arabe. Et je voudrais lire cette scène avec vous. Elle est assez intéressante. Je m'excuse parce que ça va faire une page et un petit peu plus. Mais voyons ici. Peut-être je vais faire comme ça. Je vais souligner les parties parce que ce sera plus facile à accompagner la lecture. Il me semble que ma connexion Internet n'est pas très bonne. Voilà. Donc, je vais essayer de souligner ce que je vais lire à chaque moment. Et comme ça, c'est plus facile que vous m'accompagniez, de m'accompagner. Je pensais que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. Je fais quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Donc, encore une fois, l'arabe, le garçon, c'est l'arabe. Malgré tout, il était encore assez loin. Une seconde. Jusqu'ici, voilà. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu, la brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur m'amasser dans les sourcils. J'efface. Voilà, comme ça c'est plus facile à m'accompagner ici. C'était le soleil, c'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors, les fronts surtout me faisaient mal, et toutes ces veines battaient ensemble sous la peau. Donc, vous voyez que le narrateur, Meursault lui-même, fait cette correspondance entre le soleil, la chaleur du jour de l'enterrement de sa mère et de l'assassinat de ces garçons arabes. Donc, j'ai changé ici. Voilà. Voilà. À cause de cette brûlure, je ne pouvais plus supporter. J'ai fait un mouvement en avant. Pardon, à cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais plus. Pardon, je recommence. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Donc, vous voyez ici, c'est quelque chose, parce que les sujets que je voudrais aborder autour de ce livre, c'était la question de la mort, d'une certaine façon, de la liberté, et aussi la question du tragique, le tragique en tant que concept issu de la tragédie ancienne, mais c'est quelque chose qui peut être appliqué encore aujourd'hui.
Et quand je parle du tragique, je ne veux pas parler d'une tragédie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était tragique? Mais c'est plutôt quelque chose d'inévitable, de l'ordre de l'inévitable. Par exemple, vous voyez, par exemple, la pandémie que nous vivons aujourd'hui, peut-être l'apparition du virus, il y a des gens qui mettent en doute s'il a été développé dans un laboratoire ou naturellement. Mais prenons ce qui est en accord aujourd'hui au milieu scientifique, que le virus est une mutation naturelle qui a passé de l'animal à l'être humain. Ça, c'est de l'ordre du tragique. N'est-ce pas? C'est quelque chose d'inévitable en quelque sorte. Même si on va dire, oui, d'accord, on détruit la nature et on occupe de plus en plus la place des animaux et ça nous met dans cette position de comment je vais dire ça, de vulnérabilité. N'est-ce pas? Même si on considère un peu comme ça, même l'apparition du virus, c'est de l'ordre du tragique. Mais ce qui se passe au Brésil, avec, comme vous accompagnez, vous suivez les news, etc., peut-être la CPI aussi, tout ce qui n'a pas été fait contre les virus ou tout ce qui a été fait à faveur du virus, ça met cette catastrophe qu'on vit, ça ne nous permet pas de dire que c'est un événement tragique. Pourquoi? Parce que la pandémie était évitable. Au moins 430 000 personnes mortes au Brésil, au moins une partie de ces morts était évitable, à mon avis. Le tragique, quand on dit, quand je dis de cette façon, comme concept littéraire, philosophique, c'est quelque chose de l'ordre de l'inévitable. Vous voyez, par exemple, un certain accident, la mort. Je peux prendre l'exemple majeur, n'est-ce pas? Comme je disais que la mort pour Camus donne un sens à la vie, la mort, la mort tout simplement, est un événement tragique parce qu'elle est inévitable. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi je parle du tragique dans ces livres? Parce que les narrateurs racontent cette histoire comme s'il y avait quelque chose de tragique dans l'acte de tuer l'arabe, c'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose d'inévitable dans l'acte d'assassiner l'arabe. Et donc, vous voyez comment il construit cette idée. Et là, je suis désolé pour ceux qui ont choisi Sartre pour la dissertation. La nausée est un roman hyper important aussi pour la littérature existentialiste, mais Camus est beaucoup supérieur en tant qu'écrivain à Sartre. Sartre, il est important, connu, l'engagement, la philosophie, sa littérature aussi. Moi, j'aime bien la nouvelle L'enfance en chef, mais Camus est supérieur en tant qu'écrivain. C'est dit, d'accord? C'est dit et c'est enregistré ici. Je ne m'inquiète pas. C'est pas ça m'est égal, pour le dire. Je vais dire les conséquences. Mais voyons le texte. À cause de cette brûlure, je relis ici, à cause de cette brûlure, je ne pouvais plus supporter. Je fais un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide. Donc, il savait, il était conscient que c'était stupide, que je ne me débasserais pas du soleil en me déplaçant dans le parc. Donc, il est conscient que ça n'allait pas changer les choses. Et on continue.
je vérifie, voilà. Mais j'ai fait un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Et ici, c'est la lumière, ce n'est pas la lame du couteau elle-même. On avance. Voilà. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Et je vais souligner ici tout en bas. Et vous voyez, comme je disais que je trouve Camus supérieur à Sartre comme écrivain, moi, je ne connais pas, je disais ici, je ne connais pas l'œuvre littéraire de Simone de Beauvoir, mais on dit que Simone de Beauvoir aussi est supérieure à Sartre, même si, dans ce contexte philosophique, Sartre a pris plus ou moins la première position d'évidence. Il y a ceux qui disent que même sa littérature et sa philosophie sont supérieures à celles de Sartre. D'accord? Juste une anecdote avant de revenir au texte, je fais la parenthèse. Il me semble que je ne connais pas trop les détails de cette histoire, mais Simone de Beauvoir et Sartre ont été camarades de classe à la fac de philosophie ensemble. Ils sont entrés à la fac ensemble. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que Simone de Beauvoir a été la première femme à finir les études en philosophie ou à commencer, je ne sais pas, les études en philosophie à la fac de philosophie dans laquelle ils ont suivi leurs études. Et il me semble que, je ne sais pas si c'était quelque chose à la fac ou le concours d'agrégation comme professeur à l'université ou au lycée. Comme je vous ai dit, je ne me souviens plus des détails de cette histoire. Mais il me semble que Sartre a été choisi en premier. Il a pris la première place et Simone de Beauvoir la deuxième. Mais on dit que c'était un choix à cause du sexe, du genre, parce que Simone de Beauvoir serait dans ce cas la première femme. Et on a fait le choix de Sartre en raison de questions de genre, parce que il me semble qu'il y avait des gens du jury qui considéraient ou qui ont considéré Simone de Beauvoir plus capable que Jean-Paul Sartre. Donc, je registre ici cette anecdote. Il faut chercher les détails. Je ne connais pas trop, j'oublie un peu. C'est des détails de la vie privée, mais qui sont importants aussi après, n'est-ce pas? Cela dit, voilà, on continue ici. Ah, non, pardon. Pardon. Je fais... Qu'est-ce que je fais ici? Non, voilà. Voilà. Ouais, c'est bon. J'ai changé la page, mais ça va apparaître bientôt pour vous. C'est parce que l'Internet est un peu lent ici. Donc, voilà. Mais sinon, c'est que je commençais à parler de la supériorité de Camus par rapport à Sartre. Mais vous voyez, Raphaël, ce lien, il raconte quelque chose de cette histoire, c'est ça? De Sartre et Simone de Beauvoir. C'est un film sur les relations entre Sartre et Beauvoir, les amants Ah, d'accord. Les amants du Café Flore. Ah oui. Mm-hmm. Et donc, ce que je voulais dire quand je parlais de la supériorité de Camus, vous voyez que nous avons ici un paragraphe qui raconte la scène d'une certaine en caméra lente.
en ralenti. Et c'est ça, en fait, que j'aime bien dans cette scène. Parce que si on pense au cinéma, en quelque sorte, on voit les moments, la lenteur de la scène, la caméra qui change du visage de Meursault au visage de l'Arabe, la goutte de sueur qui descend lentement sur son sourcil, après la lumière du soleil contre l'âme, le pas, la chanson qui ajoute une tension à la scène. Donc, c'est une scène assez cinématographique, n'est-ce pas? Et donc, avançons ici. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement la glaive éclatante jaillit du couteau. Je vais faire pareil ici. Du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est intéressant de voir parce que tout au début de la scène, il avait dit que c'était un couteau et maintenant il dit que c'est une épée. Donc, vous voyez qu'il augmente la taille dans les discours, il augmente la taille de l'arme blanche portée par l'Arabe. D'un couteau, ça devient une épée beaucoup plus grande. Voilà, je passe ici. C'est alors que tout a vacillé. Ça va changer pour vous. Voyons. L'Internet ne marche pas très bien ici, mais voyons ici. Voilà. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Et il y a cette atmosphère de chaleur agaçante, n'est-ce pas, qui pèse sur la scène, sur le narrateur. Et ici, je vais refaire ici, c'est alors que tout a vacillé. Et je souligne un petit peu en bas. Voilà. Et c'est intéressant parce que tout a vacillé, c'est-à-dire il y a quelque chose qui change tout complètement, n'est-ce pas? Comme une étincelle, une faïsque, n'est-ce pas? Et là, il dit, la mer a charrié un souffle épais et ardent, il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé la main sur le revolver. La gâchette, a cédé et j'ai touché le ventre, les ventres pollus de la crosse, et c'est là, dans les bruits à la fois secs et assourdissants, que tout a commencé. Et donc, vous voyez que quand il raconte la scène, c'est comme, et ça, il met l'acte de tirer sur l'arabe comme quelque chose de l'ordre du tragique, comme si quelque chose s'était passé autour de lui et l'a poussé à tuer l'arabe, comme s'il n'était pas capable de contrôler cet acte. Et donc, j'explique un peu plus ici. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé la main sur les revolvers. Donc, il a crispé la main sur les revolvers. Et il dit, la gâchette a cédé. Je vais souligner seulement cet extrait ici. Et j'ai touché les ventres polis de la crosse. Et c'est là que tout a commencé. Donc, j'ai changé un peu. Parce que la gâchette, c'est le kachili. Et donc, vous voyez que le choix ici, c'est la gâchette à céder et pas j'appuyais sur la gâchette. C'est comme si dans les discours, il essayait quand même de retirer sa culpabilité.
n'est-ce pas? Et j'ai touché le ventre poli de la crosse. La crosse est à, si je ne me trompe pas, à Coronha, au cabo du revolver. C'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. Donc, nous avons la phrase d'avant, c'est alors que tout a vacillé, donc quelque chose qui a dérangé l'ordre des choses et tout a commencé. Et je souligne ici, j'efface la partie précédente. Voilà. J'ai secoué la sueur et le soleil, j'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, les silences exceptionnels d'une plage où j'avais été heureux. Vous voyez que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Donc, c'est plus ou moins comme si, dans le récit, ici, il essaye de retirer sa responsabilité, mais après, la responsabilité revient. Quand il dit « j'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour », les silences exceptionnels de la plage où j'avais été heureux. Et je souligne la dernière partie. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Et vous voyez, c'est intéressant parce que assez souvent, vous allez écouter des commentaires sur l'étranger de Camus comme une espèce d'écriture neutre, objective, les phrases courtes, les langages directs. Assez souvent, vous allez, dans les sens communs, écouter ce genre de commentaires par rapport à ce texte. Et vous voyez que le texte, la scène, elle est très poétique, n'est-ce pas? Et il dit à la fin ici, et c'était comme 4 coups brefs que j'ai frappé sur la porte du malheur. Parce qu'en fait, c'est cette scène qui va tout déclencher par rapport à la réflexion existentielle de Meursault, n'est-ce pas? Il va être arrêté par la police, il va subir ce procès judiciaire et il va être condamné à mort. Et c'est d'une certaine façon dans l'accusation qu'il va recevoir, je vous ai dit, dans le jugement, il va être jugé par le manque ou par l'absence de démonstration d'affection, d'émotion dans l'enterrement de sa mère. Et on va lui poser la question, pas par rapport au premier tir de revolver sur l'arabe, celui qui a tué l'arabe. On va se demander pourquoi il a tiré 4 fois encore après. C'est d'une certaine façon aussi, il y a assez souvent, on mélange un peu l'idée d'absurdité ou de l'absurde, parce qu'une chose, c'est la philosophie de l'absurde, que je vous ai expliqué tout à l'heure. La vie n'a pas, l'existence n'a pas de sens. Et la mort, comme un événement inévitable, vient nous donner un sens à la vie, ou vient nous obliger à chercher un sens à la vie. Mais on parle de l'absurdité du jugement de Meursault aussi, parce qu'il n'est pas jugé en raison du crime commis, du crime pratiqué, mais d'abord en raison de l'absence d'affection, d'émotion dans l'enterrement de sa mère, et à cause de 4 tirs, de 4 coups tirés sur l'arabe après la mort. Pourquoi? En fait, on essaie de comprendre pourquoi il a tiré encore 4 fois sur les corps inertes de l'arabe. Parce que la première fois, on arrive à comprendre, n'est-ce pas? C'est-à-dire,
C'était, qu'est-ce que je peux dire, les moments, le tragique de la scène, la peur, l'aveuglement de la conscience à cause de la chaleur, de la peur, de tout ce qu'il avait vécu avant. Mais les 4 coups extra après ne sont pas explicables, sauf si, là c'est quelque chose qui n'est pas dans les textes, si on considère les 4 tirs de plus, les 4 coups de revolver de plus, comme une espèce de manque de respect ou de profanation du corps. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de manque de respect par rapport au corps de la personne. C'est, comment on dit ça? C'est c'est pas la profanation, c'est le... Je cherche un mot spécifique pour cet acte de... comment on dit ça? C'est le même en portugais et en français. C'est pas vraiment le viol du corps, mais c'est plus ou moins cette idée. Vous voyez? Voilà, et donc ouais, je ferme la réflexion autour de cette scène. Donc, nous avons la première mort, la mort de sa mère, la deuxième, la mort de l'arabe, et la troisième, la condamnation à mort de Merceau. Raphaël? Non, nécrophilie, ce serait plutôt le viol du cadavre, plutôt au niveau sexuel, n'est-ce pas? Mais c'est, j'avais dit le mot profanation, mais c'est pas profanation, c'est une autre chose. Mais je sais que c'est le même mot en français et en portugais, d'accord? C'est l'idée, c'est celle-là, de manque de respect au corps de la personne décédée. Ouais, et comme je dis profanation, on va garder profanation, mais profanation, c'est plutôt quand on profane quelque chose qui était religieuse, n'est-ce pas? Et on retire de ces lieux mystiques, religieux, vers quelque chose de mondain, de mondain. Mais l'autre, c'est, ouais, voilà, je me souviendrai, je m'en souviendrai plus tard. Mais l'idée, c'est celle-là de viol, de violation en portugais, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc la mort est un sujet, un thème présent dans ce livre, et c'est la mort du narrateur, personnage, qui va en quelque sorte provoquer cette réflexion autour de l'existence. Et par exemple, le cas de Meursault, du personnage Meursault, l'amour ou la passion n'est pas l'élément qui va déclencher la mise en valeur de l'existence. Parce que même avec sa copine, il restait un peu indifférent. Et d'une certaine façon, la révolte qu'il a, d'abord, il y a la perspective de la mort, la condamnation à mort comme élément de radicalisation du sens de l'existence. Mais le moment de la révolte, il représente ce que j'avais dit comme la prise de conscience
de la valeur de l'existence. Si la mort de l'arabe et sa propre mort déclenchent toute la réflexion, la révolte, c'est la prise de conscience de la valeur de l'existence. La mort est le déclencheur, ce qui déclenche. Mais la révolte, c'est la prise de conscience, je me répète, mais c'est ça, la prise de conscience de la valeur de l'existence. Voyons si il y a quelque chose à commenter à la fin. Ouais, peut-être, nous avons encore 5 minutes. Voilà, nous avons encore 5 minutes. Voyons ici. Voilà. Ouais, lisons ici le dernier paragraphe. Voilà. Voilà, voilà, ça marche. Lui parti, je retrouvais le calme. J'étais épuisé, je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec les étoiles sur le visage. Des bruits des campagnes montaient jusqu'à moi, des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. C'est intéressant parce que ici, surtout quand on voit les deux scènes en perspective, la perspective de la mort de l'arabe, c'était la chaleur, n'est-ce pas, le soleil. Et ici, la perspective de sa propre mort, c'est des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entraînait en moi comme une marée. Et de sa mère aussi, exactement. Merci, Juliane. Et c'est intéressant parce que cette idée de la fraîcheur associée, l'idée de la mort associée à la fraîcheur, ça me fait penser à la chanson de Gilberto Gil, Morrer deve ser tão frio. Je crois que c'est comme ça qu'il dit, n'est-ce pas? Je crois que la chanson c'est o melhor lugar do mundo é aqui e agora, ou aqui e agora, quelque chose comme ça. E aí ele fala isso, morrer deve ser tão frio, n'est-ce pas? Donc, voilà, comme une marée. On continue. À ces moments et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient le départ pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. À jamais ici, c'est l'expression pour éternellement. D'accord? À jamais, ça signifie éternellement. Donc, elles annonçaient, les sirènes annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était éternellement indifférent. Effectivement, n'est-ce pas? Si avant il avait une posture d'indifférence envers le monde, maintenant le monde lui sera indifférent pour toujours, à cause de la mort. On continue. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Et vous voyez que jouer à recommencer ici, à la fin de la vie, c'est intéressant parce que c'est une façon de se ludibrier, de créer l'illusion que on n'est pas, que la mort ne se rapproche pas, n'est-ce pas? On essaye d'éviter la clarté ou la conscience que la mort arrivera bientôt. Donc, on essaye de recommencer, n'est-ce pas? Et vous voyez que l'idée de recommencer en trouvant un fiancé,
c'est l'idée de la mort. Oui, Juliane, ce n'est pas facile. Ouais. Et donc, la perspective de sa mère de trouver un fiancé à la fin de la vie, c'est la perspective de l'amour dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est quelque chose dans la philosophie de l'absurde de Camus qui donne sens à la vie, l'amour. Voyons. Voilà. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, les soirs étaient comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. D'une certaine façon, cette réflexion, elle est cohérente, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quelqu'un qui a tout vécu, qui a profité sa vie, ne mérite pas qu'on pleure sur elle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, une personne qui a profité la vie, qui a fait tout ce qu'elle voulait, etc., elle devait être fêtée, en fait, comme dans certaines traditions. Je crois qu'au Mexique, par exemple, on fête les morts, n'est-ce pas? Alors, voyons encore. Voilà, et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir. Devant cette nuit chargée des signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. Et cette tendre indifférence, parce que comme je n'ai pas suivi le texte du mythe décisif de Camus, dans la philosophie de l'absurde, ça c'est une information importante, le monde est indifférent à nous. Et c'est ça, en fait, dans cette construction philosophique de Camus, la vie n'a pas de sens. Et l'absurde, selon Camus, c'est quand on prend conscience du silence du monde par rapport à notre douleur d'être vivant, d'être existant. C'est-à-dire que l'angoisse que nous avons par rapport au silence de la vie, par rapport au non-sens de la vie, le monde reste toujours indifférent. Le monde reste toujours silencieux. C'est-à-dire que si on pose la question au monde, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes vivants, le monde va nous répondre avec un gros silence. Et d'une certaine façon, l'image que nous avons des dieux aujourd'hui, je veux dire dans les perspectives philosophiques plus contemporaines, c'est le silence des dieux. Par exemple, si on parle, parce que le Dieu du Vieux Testament, c'était un Dieu qui nous parlait, qui parlait avec nous, qui aujourd'hui, ou au moins les dieux décrits dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu silencieux, n'est-ce pas? Et le monde aussi reste indifférent à nos douleurs, à nos souffrances. Et donc il dit, il dit cela. C'est comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir. Cette idée de vider d'espoir aussi est quelque chose d'important. Parce que vous voyez que l'espoir, c'est quelque chose que, comme l'amour, nous fait continuer en vie, nous fait rester vivants. Parce que si on perd l'espoir, on n'a plus de raison de vivre, n'est-ce pas? Par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal, tous ceux qui ne sont pas bolsonaristes utilisent cette réflexion
l'espoir que nous avons, c'est que ce gouvernement ne va pas durer pour toujours. N'est-ce pas? Donc, s'il y a quelque chose qui nous réconforte, c'est la sûreté qu'il ne sera président pour toujours. Ne sera pas président pour toujours, éternellement. Dieu, merci. Et on continue pour terminer parce qu'il est déjà l'heure. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel, enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Donc, vous voyez que la perspective de la mort lui fait revivre tout ce qu'il a vécu et il se rend compte maintenant qu'il avait été heureux et qu'il l'était encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs les jours de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Voilà. Et c'est tout. Et d'une certaine façon, moi j'interprète cette dernière phrase, qu'il m'accueille avec des cris de haine. Vous voyez que c'est la haine contre lui des spectateurs serait d'une certaine façon un sens accordé à sa vie, à son existence, au crime qu'il a commis, parce que si nous regardons les crimes lui-même, l'assassinat de l'Arabe, c'est un crime sans raison. Il n'a pas tué l'Arabe parce qu'il a été agressé. Il y a toute cette scène, quelque chose qui l'a frappé la porte de la mort, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est un crime qui n'avait pas de nécessité, qui n'avait pas besoin. Donc, et à la fin, s'il est accueilli par les spectateurs avec haine, au moins la haine des spectateurs justifie plus ou moins sa vie et son exécution, c'est-à-dire sa mort. D'accord? Voilà, je termine ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Parce que je suis désolé, parce que comme on n'avait pas trop de temps, j'ai pris le temps et j'ai parlé tout le temps. Mais je préfère que ce soit fait en dialogue avec vous. N'est-ce pas? J'aime bien vous écouter et dialoguer avec vous, mais je l'ai fait pour profiter des 2 heures qu'on avait ici. Juliane, je pense qu'entre croire à un Dieu silencieux et indifférent et être athée, la deuxième option semble moins difficile. Oui, plus ou moins. Je ne sais pas si elle est moins difficile, parce que il y a l'angoisse du manque de sens, de l'absence de sens. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, quand on est athée, qu'on ne croit pas à l'existence de Dieu, c'est plus difficile à expliquer l'existence des choses. Parce que si on pense à un Dieu silencieux et indifférent, au moins dans le jugement final, on aura une explication. Tu vois? Et avec la perspective du jugement final, nous avons l'espoir, l'espérance d'une explication finale. Et quand on est athée, il nous semble qu'un jour, on va faire comme ça. On va éteindre la lumière et c'est tout. C'est fini. C'est fini. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit ça, mais j'ai vu une interview avec Keanu Reeves et on lui a posé cette question. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver après, qu'est-ce qui arrive après la mort? Il a répondu, les gens qui nous aiment vont nous manquer. N'est-ce pas? As pessoas que nos amam vão sentir falta. É o que ele consegue pensar para além da vida. Né?
Donc, je ne sais pas si c'est plus facile d'être athée, Juliana. C'est mon avis, d'accord? Et j'avais encore quelque chose à dire, mais ça m'échappe maintenant. Les dieux silencieux et indifférents, ou la deuxième option est moins difficile. Mais j'avais encore quelque chose à dire par rapport à la difficulté d'accepter la mort comme ça. Ouais, c'est dur. Finalement, c'est difficile. Parce que je pensais à quelque chose par rapport à cette angoisse du manque, de l'absence d'explication. Ah oui, peut-être que c'était une analogie que je voulais faire. Quand on se fait larguer, quand on est abandonné par quelqu'un avec qui on avait une relation, c'est toujours plus facile d'accepter la fin quand la personne nous quitte pour commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce que ce n'est pas bien d'être trahi. Ce n'est pas facile à accepter la trahison. Ce n'est pas facile. Mais si nous avons cette explication, oui, d'accord, je ne t'aime plus et j'aime quelqu'un d'autre, c'est plus facile que d'accepter la fin d'une relation quand la personne nous dit « c'est fini, je ne t'aime plus, mais je veux rester seul ». Ah, mais vous avez trouvé quelqu'un d'autre? Non, je n'ai pas trouvé quelqu'un d'autre. Et là, dans cette explication, nous avons deux options. Mais comment ça? Vous ne voulez plus rester avec moi, mais vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Donc, l'autre de rester seul, c'est un peu comme ça, c'est comme l'absence d'explication, de motif. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est dans cette perspective que je vous souhaite bon appétit. Si vous avez encore l'appétit, n'est-ce pas? Vous avez encore envie de manger quelque chose après cette discussion dense. Et donc, Réjeanne, je vais vérifier dans l'après-midi des commentaires par rapport à les activités. Je vais changer la date de la release, de la version finale. Et nous sommes déjà en accord par rapport aux activités. Donc, vous allez choisir entre Candide de Voltaire, Modernité de Baudelaire, et je vais entrer dans la plateforme une activité sur l'étranger, probablement sur ces éléments-là, le tragique, la présence de la mort, quelque chose comme ça. Donc, vous choisissez ce que vous allez répondre, si vous allez répondre. C'est ça, l'activité que vous voulez répondre. Vous avez déjà fait l'activité de Montaigne, et les cas où vous n'avez pas fait l'activité de Montaigne, vous choisissez deux activités entre Voltaire, Baudelaire et Candide. C'est fini. Et avant de terminer, vraiment, je vous remercie. Peut-être, je vais le dire en portugais pour être un peu plus chaleureux. Eu queria agradecer a vocês pelo semestre, pela presença, pelos comentários, participação. É isso. É o que resta, né, de calor humano que a gente está tendo por enquanto durar a pandemia. E é isso. Assim, sinto, desculpa, se a gente não conseguiu abordar todos os temas da maneira que devia, né, com tempo, com calma e tudo mais. Mas eu acho que a gente conseguiu também, de alguma forma, dar conta de assuntos variados.
Acho que com profundidade também, né? Não, acho que não foi uma disciplina superficial, mas é porque panorama é um mundo também, né? Então fica aí. E aí, como eu disse para o pessoal de romance, o semestre que vem, quer dizer, a partir de julho, de 19 de julho, eu vou fazer estou pensando aqui ainda, mas vou fazer, um grupo de estudos, então não é uma coisa assim que precisa ter frequência e tudo mais, é mais assim, fazer um cronograma de textos para ler e discutir, em português, não vai ser em francês, os textos podem ser em francês, em torno do tema da contemporaneidade. Então, vou procurar em alguns temas de filosofia, política, literatura, alguns aspectos da contemporaneidade para discutir. Então, aí eu vou ver que dia que fica melhor fazer esses encontros, provavelmente a cada 15 dias, para dar tempo de ler o texto com calma. E aí eu passo para vocês, ou se não chegar até vocês, me escrevam no início do semestre, que aí eu compartilho o cronograma e o programa. É isso, porque como eu já venho trabalhando com literatura contemporânea, eu queria entrar em debates mais contemporâneos, tipo, sei lá, alguma coisa Foucault, mas também o Baudrillard, isso, alguns pensadores, principalmente, né, como trabalho mais com francês mesmo, mais ligados aos estudos franceses de alguma forma, mas o que vai ser mais forte vai ser a ideia da contemporaneidade. E daí outras coisas vão vir, né? Então, pode ser, devo trazer não, né? Devo começar com um texto do filósofo italiano, o Agamben, sobre o que é o contemporâneo e tal. Então, vai ser um pouco isso aí. Mais um espaço para ler coisas interessantes, refletir sobre elas, sem a obrigação de ter que fazer um trabalho, né? A obrigação vai ser essa, assim, quem quiser participar, seria interessante que lesse os textos, para também não virar assim, vamos falar sobre isso, aí cada um fala, né? Tipo os diálogos do Sócrates, né? As pessoas começam a falar sobre tal coisa. Não, assim, a gente lê e discutir os textos mesmo, né? Mas sobre temas assim. Então é isso. E aí também aproveito para convidar também quem quiser vir fazer a disciplina de crítica literária, até aqueles da licenciatura, a matéria não é obrigatória, mas ela viraria uma optativa para vocês, mais uma disciplina de literatura francesa, em francês, e uma disciplina que tem um pouco, para mim, a função de uma disciplina metodológica, porque a gente vai ver a história um pouco da crítica, o nascimento da crítica, e, de certa forma, abordagens do texto literário, né? Então, perspectivas teóricas, aquelas mais voltadas para o texto, outras voltadas para a literatura enquanto fenômeno social e tal. E é isso, é uma disciplina interessante, bacana, bacana demais, para carregar aqui no sotaque mineiro. Então é isso. Então tá, não vou demorar mais não. Alguém quer dizer alguma coisa? Vou deixar aqui um coração para você. É isso, agradeço então mais uma vez. Se ninguém quer falar nada, a gente fica por aqui. Professor, eu queria agradecer pelo semestre. A gente sabe que não foi um semestre fácil, nem para o lado de cá, mas a gente tem consciência de que também não foi para o seu lado. Espero que vocês estejam bem, que a sua esposa esteja bem, o seu neném também. E agradecer por compartilhar esses textos, né? Eu, particularmente, gosto muito, mesmo que esses temas sejam delicados e espinhosos, mas eu mesma gosto de tratar disso, mesmo se depois eu fico pensando aí na vida e
E sofrendo um pouco, eu acho que faz parte, mas é isso, eu queria te agradecer pela oportunidade de conhecer outros textos. Muito obrigada. Eu que agradeço a atenção, agradeço a participação. Também espero que esteja tudo bem, acabo não falando disso, que esteja tudo bem com vocês, que estejam todos com saúde, a família também. A gente aqui está bem, agora, aquele dia que eu cancelei a aula, que a Ana caiu no banheiro, a gente foi no ortopedista e ela realmente fraturou o cóccix. Teve uma fissurazinha, não tem o que fazer, a não ser esperar o tempo e tomar remédio para aliviar a dor. Mas a queda não foi uma queda quedona, assim, ela caiu um pouco lentamente, se conseguiu segurar um pouco, mas ainda assim fraturou. O cóccix é complicado, né? E aí fica aqui, então, de sugestão, já que eu falei de exemplo de traição e tudo mais, terminando com essa coisa do cóccix, sugiro, deixo aqui para pensar na vida, Juliana, aquela música do Caetano, gravada pela Elza Soares, do cóccix até o pescoço. Né? O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, para pensar e para sofrer junto. Então, mas ela está bem, só sente um pouco de dor, mas está bem. Tá? Mas ouçam, qualquer coisa eu coloco ali depois na plataforma. Depois que eu responder os comentários da Rejane, aí que eu tiver tempo livre, eu posto lá a música do cóccix até o pescoço. Então tá jóia. Abraço para vocês, até breve e fico esperando a versão final dos trabalhos. Tá bom, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau. Começar de novo, Rejane? Beijo. Tchau para vocês. Tchau, professor. Obrigada.